Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo starter pack ou kit de démarrage pour ceux qui connaissent pas. En gros, c'est les choses qu'il faut absolument savoir lorsque tu rentres en HP pour t'aider à mieux accepter ton séjour parce que c'est pas facile. J'ai des tonnes de notes aujourd'hui et je me suis permise de demander aussi à certains patients ce qu'ils en pensaient. Comme ça, il n'y a pas que mon avis là-dedans. Et puis c'est toujours cool d'avoir plusieurs avis là-dessus parce qu'on n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas tous les mêmes craintes concernant l'hospitalisation en hôpital psychiatrique. Du coup, c'est parti. Pour introduire le sujet, je dirais qu'il y a beaucoup de stigmatisation autour de l'hospitalisation psychiatrique. Déjà, c'est pas une prison. Ensuite, deuxième chose, l'hospitalisation, c'est quand même quelque chose de très stigmatisé dans nos sociétés. L'hospitalisation en HP, dire qu'on va à l'hôpital psychiatrique, c'est quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de monde. Et ça devrait pas. Ça devrait pas parce que quand on se casse la jambe, on se dit pas je vais pas aller à l'hôpital pour qu'on me soigne ma jambe. Et ben c'est exactement pareil pour les hospitalisations psychiatriques. Si j'ai des crises suicidaires, si j'ai des voix, etc., à ce moment-là, faut que j'aille consulter. C'est important. La petite chose que j'ai à te dire, c'est que si tu es hospitalisé en psychiatrie, ça ne veut pas dire que tu es fou. En fait, fou, ça veut rien dire. Et ouais, effectivement, des fois on est hospitalisé, des fois on est obligé de rester un temps ici et ça nous embête parce qu'on peut pas avancer dans notre vie, etc. Mais c'est pour le mieux parce qu'en fait, en ressortant, on est plus fort. Donc non, tu n'es pas fou si jamais tu vas à l'hôpital psychiatrique et c'est important que je te le répète. Dans cette vidéo, on va parler de petites règles, aussi de conseils que je peux te donner pour que tu puisses au mieux préparer ton séjour ou pour que tu puisses l'accepter si tu y es déjà. Je vais te parler des produits autorisés et interdits, les choses qu'on a le droit d'avoir dans nos chambres et les choses qu'on n'a pas le droit d'avoir dans nos chambres. Dans une deuxième partie, je te parlerai un peu de l'organisation et je vais te parler d'une journée type, donc avec tout, repas, activités, etc. Comme ça, tu sauras tout de comment se déroule une journée type à l'HP. Et reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je te donnerai quelques conseils pour survivre en HP. Partie 1, les produits autorisés et interdits. En fait, c'est pas parce que tu es hospitalisé que t'as pas le droit à un minimum d'affaires avec toi. En général, tu prends ton sac avant de partir, mais lorsque c'est pas le cas et que t'es hospitalisé d'urgence, ce sont tes proches qui viennent te ramener des choses. Il y a des choses qui sont extrêmement nécessaires et essentielles et il y a des choses que t'as pas le droit d'avoir dans ta chambre, alors prends des notes. Pour ce qu'il te faut absolument, tes habits, tes sous-vêtements bien entendu. C'est important que tu aies des habits à toi qui te font plaisir à porter, assez agréables à porter et tout. Prends tes habits préférés, c'est cool que tu puisses les porter, ça fait un petit bonheur dans la journée. Ensuite, les produits de soins. Brosse à dents, dentifrice, shampoing, gel douche, brosse à cheveux, toutes les petites choses comme ça qui pourront t'aider à te laver et à être propre. Si jamais t'as pas ces trucs-là au début, ils peuvent t'en donner, mais c'est pas les meilleurs et c'est pas ceux que tu utilises d'habitude. Donc si tu peux te recréer un confort à l'HP, fais-le. Franchement, ça coûte rien et ça aide bien à supporter le truc. Pareil, les filles qui se maquillent ou qui font des skincare, voire les deux. Demandez à ce qu'on vous les ramène, ça vous fait une activité dans la journée et au moins vous aurez une super peau. L'hospitalisation, c'est le moment où tu choisis de prendre le temps pour toi. Donc c'est vrai que tout ce qui peut te faire du bien, c'est important de l'avoir avec toi. Moi j'écris beaucoup, donc j'ai mes cahiers, mes stylos, que je lâche jamais. J'ai aussi mon téléphone, ça c'est important. Mais il y a certaines personnes qui aiment dessiner par exemple. À ce moment-là, c'est intéressant peut-être qu'on te ramène des feuilles, des crayons de papier, des crayons de couleur, des feutres, que sais-je. Mais en tout cas des choses avec lesquelles tu peux prendre du plaisir. Si jamais t'es pas très créatif, à ce moment-là, peut-être qu'un livre ou 2 ou même 3 te feront plaisir. Alors à ce moment-là, prends un livre pour te détendre un peu et pour occuper tes journées. Si tu fumes, pense à prendre des clopes et pense à ce qu'on te ramène des cigarettes. Ne demande pas aux autres des cigarettes parce que ça les embête. C'est intéressant d'avoir une gourde pour l'eau parce que on ne donne pas forcément des bouteilles d'eau au cours de la journée parce que des fois les médicaments ça donne la bouche pâteuse, ça donne aussi des sécheresses de la peau, etc. Donc hydrate-toi bien, c'est important. Enfin, il est important d'avoir des écouteurs, mais pas n'importe quel écouteur, des écouteurs Bluetooth. Pourquoi écouteurs Bluetooth? Parce que parfois c'est interdit d'avoir des fils, des câbles, des écouteurs filaires et du coup
Si tu veux écouter ta musique tranquillement, à ce moment-là, mieux vaut avoir tes écouteurs Bluetooth. Maintenant, on passe aux choses qui sont interdites. Bien entendu, les objets coupants, tranchants sont interdits. Donc, on compte parmi ça les couteaux, bien entendu, les ciseaux, mais aussi, et à pas négliger, les coupe-ongles. Tout ce qui est coupe-ongles, petits ciseaux à sourcils, les choses comme ça, en fait, c'est totalement interdit parce que il y a des gens qui peuvent les utiliser pour se faire du mal ou pour faire du mal aux autres. Il y a aussi les produits à base d'alcool qui sont facilement ouvrables. Donc, le gel hydroalcoolique, c'est interdit. Les parfums sont interdits, en tout cas dans la majorité des services où je suis allée, parce que les personnes qui sont alcooliques peuvent les utiliser pour les boire. Et c'est très dangereux. Donc tout ce qui est gel hydroalcoolique, petits parfums, etc., interdit. Et en plus, les parfums, c'est des bouteilles en verre. Tout ce qui est bouteille en verre, c'est interdit parce que tu peux les casser et les utiliser pour faire du mal à quelqu'un ou pour te faire du mal. En règle générale, dans les hôpitaux, on t'autorise pas à avoir ton chargeur. Mais dans tous les cas, prends tes chargeurs avec toi. Même si pour le coup, c'est pas sûr que tu puisses les avoir littéralement avec toi. Des fois, ils seront au bureau des infirmiers et tu devras frapper à leur porte pour leur demander de charger ton téléphone. Dans le deuxième hôpital où j'ai été, c'était le cas. On devait charger nos téléphones en demandant aux infirmiers. Donc, on frappait à la porte, l'infirmier nous ouvrait, il prenait notre téléphone et il nous le chargeait. On repassait 1 à 2 heures plus tard pour reprendre notre téléphone. Et ça, vraiment, c'est les pires services. Ici, là où je suis actuellement, t'as le droit de garder ton chargeur avec toi et c'est vraiment un soulagement. Tout ce qui est fer à lisser, sèche-cheveux qui produit de la chaleur, ça aussi c'est interdit. Avoir de la nourriture périssable dans ta chambre, c'est interdit. Et dépendamment des hôpitaux, il y a, comme je dirais, une jurisprudence, c'est-à-dire une zone de flou. T'as le droit, dans certains services, d'avoir du café soluble dans ta chambre. Si tu sais que t'as un comportement addictif avec ça, alors n'en prends pas. Tu risques de te faire cramer et engueuler. On passe à la partie 2, l'organisation de l'hôpital psychiatrique. Déjà, en général, t'as plein d'intervenants qui sont là au quotidien. Par exemple, les personnes que tu vois quotidiennement, ça va être les infirmiers et les aides-soignantes. Les infirmiers, c'est ceux qui te prennent la tension le matin, te donnent les médicaments, te prennent les prises de sang quand t'as un traitement qui demande à ce qu'on te fasse des prises de sang régulières, qui te font les ECG à ton entrée, électrocardiogramme. En fait, c'est eux qui prodiguent les soins. Les aides-soignants aussi sont là tous les jours. Les équipes changent. Ensuite, une personne que tu vois environ entre tous les 1 à 3 jours, c'est le psychiatre. Le psychiatre, c'est lui qui va faire tes prescriptions. Donc si t'es fatigué à cause de ton traitement, il faut aller le dire à ton psychiatre. Les infirmiers, ils vont pas faire grand chose. Avec le psychiatre, tu retraces un peu toute ta vie et tout ton cheminement, en fait. Et c'est lui qui te diagnostique. Si toutefois t'as une maladie. Ensuite, dans de nombreux services, il y a une psychologue. Et franchement, la psychologue, c'est un moment qui est toujours difficile au début. Parce que t'es obligé... Enfin, t'es pas obligé, en fait, t'es obligé de rien. Parce que tu te retrouves face à une personne qui te pose des questions très très intimes sur ta vie. Et en fait, ça demande de se débloquer un coup. Et c'est pas facile. Mais une fois que tu l'as fait, ça fait tellement de bien de voir une psychologue. Tout le monde devrait voir une psychologue, je pense. Et je pense que le monde se porterait mieux si tout le monde allait voir une psychologue. Pas besoin d'être malade pour aller voir une psychologue. Si t'as des soucis d'addiction, à ce moment-là, t'as un addictologue aussi que tu peux voir. En général, c'est un psychiatre addictologue ou un psychologue addictologue. Ensuite, dans le service, il y a un généraliste, forcément. Si tu as mal quelque part, si tu te blesses, etc. Si les infirmières peuvent pas te soigner, et ben à ce moment-là, tu verras le généraliste. Et enfin, il y a 2 personnes qui sont là en hôpital psychiatrique auxquelles tu t'attends pas du tout. Et ces personnes, c'est la diététicienne et la psychomotricienne. La psychomotricienne, en général, elle tient des activités. Et après les activités, elle fait des rapports au psychiatre pour voir un peu ton évolution, l'évolution de chaque patient. Mais c'est aussi pour te vider la tête et pour voir à quel point tu es capable d'utiliser ta motricité, en fait. La diététicienne, elle est là pour te faire ton menu, entre guillemets. Elle va voir si tu as des soucis dans ton alimentation, s'il y a des choses que tu manges pas, etc. Et puis elle va tout adapter en fonction de toi. Et je parle de la diététicienne, on va parler maintenant des repas. Les repas, il y en a 4 par jour. Le petit déjeuner à 8h, 8h30. En général, c'est du pain, de la confiture, du beurre ou alors des céréales. Et puis après, un thé, un café ou un chocolat chaud en fonction de ce que les personnes aiment tout simplement. Donc normalement, tu devrais avoir ce qu'il te faut pour le petit déjeuner. Ensuite, il y a le déjeuner, le goûter, qui dépend vraiment des secteurs dans lesquels tu te trouves. Des fois, c'est une boisson chaude ou froide. Et puis des fois, t'as une petite madeleine. Ici, là où je suis, t'as le droit aux 2 et t'as même le droit à ce que tes proches de l'extérieur te ramènent un goûter que tu peux consommer à l'heure du goûter. Ça peut être n'importe quoi. Des chips,
des bonbons, des gâteaux et tout. Et ensuite, t'as le dîner vers 18-19h. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent stresser par rapport à l'alimentation parce qu'ils ont des régimes particuliers, des allergies, etc., etc. Et ben dites-vous que ça, c'est un problème qui se règle très facilement à l'hôpital. Il suffit de voir son psychiatre ou sa diététicienne. Déjà, dès que t'arrives, on te demande si t'as des allergies ou des régimes particuliers. Donc ne t'en fais pas. Si tu manges pas de porc ou pas de viande en raison de ta religion, on ne t'en servira pas. Pour les personnes diabétiques, il y a des régimes à faible indice glycémique. Et pour les personnes qui veulent perdre du poids, il y a les régimes hypocaloriques. Donc ne t'en fais pas, tu vas manger à ta faim et puis surtout un repas qui correspond à ce que tu manges habituellement. Tu vas aussi pouvoir découvrir des nouvelles choses. L'alimentation est en général variée, donc y a de quoi faire. Ensuite, tout au long de la journée, tu peux avoir des activités organisées par la psychomotricienne ou par la psychologue, voire par les infirmiers. Les activités, elles sont variées, ça peut être poterie, ça peut être soins du visage, manucure, etc. Des activités de peinture, de dessin. Et aussi, ça peut être des activités écriture auxquelles tu imagines que je participe à chaque fois. Il y a aussi des groupes de parole et ça, c'est cool. Je vais te parler un peu brièvement du parcours du patient. J'ai vu ça plutôt en niveau, tu vois. Comme un niveau de jeu vidéo ou bien des étages que tu gravis. Au début, c'est le niveau 1 que j'ai appelé tout simplement l'arrivée. Quand t'arrives, il y a plein de choses auxquelles tu n'as pas le droit. Je vais te faire une liste non exhaustive. Des fois, c'est quelques-uns d'entre eux. Des fois, c'est tous. Ça dépend vraiment de ta pathologie, du secteur où tu es et aussi de ce qui t'a amené à l'hôpital. Tu peux ne pas avoir le droit au téléphone, aux visites. Tu peux ne pas avoir le droit aux permissions. Et dans certains cas, tu peux pas avoir le droit de porter tes habits et donc être habillé soit en pyjama bleu, soit dans un pyjama qui t'appartient. Le pyjama, c'est quelque chose qui est très difficile. Enfin, moi, en tout cas, ça l'a été pour moi. Quand j'étais en pyjama bleu, c'était quelque chose d'atroce pour moi. Mais j'ai compris plus tard qu'en fait, ça avait un intérêt thérapeutique. En premier lieu, ça te permet de te distinguer des autres malades. C'est plutôt pour les soignants, c'est plus facile pour eux de repérer quels sont les nouveaux. Quand ils voient un pyjama bleu, ils savent que la personne est nouvelle. Ça évite aussi les fugues, parce que quand tu vas fuguer avec ton pyjama bleu, on va plus facilement te retrouver que si tu fugues habillé en civil. Aussi, le pyjama dans l'imaginaire populaire, c'est le repos. Et donc, on veut que tu te reposes, on veut que tu te calmes. Et donc, voilà l'intérêt thérapeutique du pyjama, c'est d'être dans un mood où tu vas te reposer et où tu vas pouvoir être apaisé. C'est possible qu'au début de ton séjour, tu sois sédaté, voire très sédaté, que tu sois très fatigué, que tu passes ton temps à dormir, qu'on te donne des produits comme du Valium ou du Tertian qui te fatiguent beaucoup. Sache que c'est pas pour le mal qu'on te fait ça. En général, c'est pour te reposer, mais aussi pour que tu sois calme. Normalement, quand t'arrives, t'es en crise ou à minima en souffrance. Et donc, ces médicaments sédatifs, ils te permettent de calmer un peu la situation et de calmer un peu la vitesse qui se passe dans ton cerveau ou les idées noires et tout ça. Félicitations, t'as passé le niveau 1. Ça fait quelques jours ou quelques semaines que t'es à l'hôpital, donc tu passes enfin au niveau 2. Moi, le niveau 2, je l'appelle l'intégration. On t'autorise plus de choses. Donc déjà, tout ce qui t'a été interdit auparavant, on te les autorise petit à petit. Tu as le droit de plus être en pyjama, d'être habillé. Tu as le droit de récupérer tes lacets. Tu as le droit petite permission, courte en général, d'une journée. Et tu rentres à l'hôpital ou d'une demi-journée et tu rentres à l'hôpital. J'ai appelé ça l'intégration parce que tu commences à vraiment connaître chaque patient et aussi chaque soignant. À force de rester ensemble, ça devient comme une télé-réalité. Tout le monde se connaît. Et que patati et que patata, il s'est passé ça là-bas, etc., etc. Donc vois ça comme une télé-réalité ou un Cluedo au choix. Tu vas connaître tout le monde. Tu peux mettre un nom sur chaque visage. Et ça, c'est plutôt apaisant parce que petit à petit, tu entres en terre connue. Et ça fait du bien. Pareil, lorsque tu t'es rendu compte que tu étais fatigué, tout le temps, et que tu as décidé de voir ton psychiatre et de lui dire, de le verbaliser, écoutez, je suis trop fatiguée, et ben devine quoi, c'est à ce moment-là qu'il va t'enlever ta sédation. En fait, ton changement de traitement, il vient du psychiatre, mais il vient aussi de toi. C'est à toi de décrire tes symptômes pour pouvoir adapter au mieux ton traitement. Et ça, tu le fais main dans la main avec le psychiatre. Niveau 3, le boss final. Déjà, tu remarques que t'es près de la sortie quand on commence à te donner plusieurs jours de permission d'affilée. Quand on te donne un week-end par exemple, mais surtout le moment où tu es prêt à sortir de l'hôpital, c'est le moment où tu vas mieux. Et ça tu le sais, tu te connais au fond. Tu commences à avoir des projets, t'as envie par exemple de voyager, t'as envie d'entrer en formation, t'as envie de retourner au travail, t'as envie de revoir ta famille. Ça, ce sont des projets qui peuvent
donner un indicateur sur ton état de santé mentale. Parce que quand t'es au fond de la dépression, t'as pas de projet. Aussi, tes symptômes se calment. Par exemple, si t'es schizophrène, t'entends plus de voix. Avec la bipolarité, t'es plus en up, t'es plus en down, t'es simplement stable. Et ça veut dire que t'es proche de la sortie. Et félicitations à toi. Aussi, quand tu sors de l'hôpital, on te laisse pas dans la nature avec tes médocs. En fait, tu vas être réorienté vers un CMP, centre médico-psychologique. Et là-bas, tu seras suivi par un psychiatre, plus, si besoin, une psychologue, un addictologue, patati patata, une assistante sociale. Dans tous les cas, le cadre soignant est là pour t'aider et pas pour te descendre. Donc, essaye de marcher main dans la main avec eux, ce sera beaucoup plus facile pour toi. T'es resté jusque-là? Alors, c'est que t'es prêt pour la partie 3. Les conseils que je te donne pour mieux accepter ton séjour. Le premier conseil, il s'adresse aux fumeurs. Ici, les clopes, c'est un enjeu géopolitique et franchement, je pèse mes mots. Il y a des gens qui ont des clopes, il y a des gens qui n'ont pas de clopes, il y a des gens qui ont besoin de clopes, il y a des gens qui ont des clopes mais qui font semblant qu'ils n'ont pas de clopes. Il y a des gens qui n'ont pas de clopes et qui vont en avoir plus tard. Il y a des gens qui te disent qu'ils vont te rendre tes clopes alors qu'ils te les rendent pas. Il y a des gens qui volent des clopes. Vraiment, les clopes, c'est un enjeu géopolitique. T'as ceux qui ont les clopes et qui en donnent, t'as ceux qui ont les clopes et qui en donnent pas. En fait, c'est un choix que t'as. Tu peux choisir de donner des clopes ou de pas donner des clopes. Moi, avant, je donnais. Et en fait, je me retrouvais dans des situations où j'avais plus du tout de clopes. Et là, il y avait personne pour m'en rendre une. Donc aujourd'hui, je choisis scrupuleusement les personnes à qui je donne et celles à qui je ne donnerai pas. Je fais des tests, je donne une clope et puis après, la personne, elle me la rend. Si la personne elle me la rend, c'est que c'est une personne de confiance, alors je peux lui en redonner une. Mais si on me la rend pas, alors là, ma gueule, je donne plus. Hein. Deuxième conseil, et ça je l'ai un peu évoqué juste avant, c'est important de s'écouter. T'es trop fatigué, si tu te sens dans un état léthargique, si tu t'endors pendant qu'on te parle, si t'as la bouche pâteuse, t'as des tremblements aux mains, si t'as des raideurs dans les membres, à ce moment-là, il faut absolument en parler à ton psychiatre. Si tu as des diarrhées ou au contraire que tu es constipé, parle-en directement aux infirmiers. Ça peut être un danger pour toi sur le long terme. Troisième petit conseil, tout ce qui est embrouille entre patients, embrouille avec des infirmiers, bagarre. En fait, ça peut arriver que tu sois pas content. Il s'est passé un truc. Comme je vous ai dit, ici, c'est une télé-réalité. Donc, en fait, on vit avec les gens H24, on les croise H24. Des fois, il y a des relations qui se passent super bien. Il y a des amitiés qui se créent. Il y a des choses comme ça où tu sens une relation avec les gens et un vrai contact. Mais des fois, il y a des personnes avec qui tu t'entends pas. Et ces personnes-là, ça peut arriver que ça aille jusqu'au cri, mais ça peut aussi arriver que ça aille jusqu'aux mains. Et si ça va jusqu'aux mains, sache que c'est très dangereux pour ton hospitalisation. Essaye de garder ton calme un maximum. Et je te dis ça parce que tu perdras toujours. Non pas contre la personne, forcément. Contre la personne, tu peux bien lui mettre une claque et bien lui mettre à toller et qu'elle se retrouve par terre en sang. Maintenant, t'as pas envie de finir en chambre d'isolement. T'as pas envie de finir attaché. T'as pas envie de finir contentionné. Pendant des jours, à être sédaté et à ne plus pouvoir bouger ni les bras, ni les jambes, ni la ventrale. Donc, pense à ça à chaque fois que tu as les nerfs. Et tu verras que ton hospitalisation se passera bien mieux. Éloigne-toi des bagarres et éloigne-toi des comportements risqués. Comme par exemple les tentatives de suicide, les mutilations, etc., etc. Fais attention à toi parce que ça, c'est des motifs pour te faire attacher. Enfin, dernière chose, protège-toi des autres. Les autres, ils ont l'air sympas, des fois. Il y en a qui font même pas semblant, hein, je vais être honnête, il y en a qui font même pas semblant. Et il y en a qui ont vraiment ce truc de sympathie, ils sont sympas avec toi, ils viennent te parler, ils rigolent avec toi, ils te donnent des choses, il y a une bonne relation. Et ben franchement, je te donne un conseil, méfie-toi de tout le monde avant d'être sûr que la personne soit une bonne personne. Parce que les coups de pute, ça existe, les coups de Trafalgar, les coups dans le dos, ça existe. Et franchement, n'hésite pas à te faire confiance pour ça. Et surtout, prends ton temps avant d'engager une vraie relation avec des personnes parce que c'est l'HP. Les personnes, elles sont pas là pour rien. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo est finie et on se retrouve d'ici peu de temps pour une nouvelle vidéo. En tout cas, s'il te plaît, n'hésite pas à me dire si tu as des sujets de vidéo que tu aimerais que j'aborde. Maintenant, vous êtes nombreux, maintenant vous êtes 100 sur la chaîne et franchement, je vous remercie beaucoup de me suivre. En tout cas, n'hésitez pas, vous aussi, à participer et à me demander des sujets. Je vous attends dans les commentaires pour ça et en tout cas, je vous fais des gros bisous.